Alors l'idée de consacrer un ouvrage à Lénine pour le centenaire de sa mort, qui tombera en janvier de l'année prochaine, n'avait a priori rien d'évident, puisque il en existe des dizaines, voire des centaines. Lénine est une figure qui a marqué la politique du siècle dernier et qui, par le biais des canaux d'influence soviétique notamment, s'est trouvé répandu à travers le monde entier. Et par conséquent, on a pendant longtemps assisté à une forme de double légende, une légende noire et une légende dorée, et qui a structuré un petit peu le monde politique avec les enjeux qui étaient à peu près ceux de la guerre froide pendant quelques décennies. Alors aujourd'hui, tout cela semble s'être un peu calmé. On n'a pas l'impression, a priori, que Lénine demeure une référence importante du point de vue quantitatif dans la littérature de gauche. Lénine demeure peut-être important inversement en tant que repoussoir dans la littérature de droite, mais d'un certain point de vue, on peut avoir l'impression que la figure de Lénine a été petit à petit évacuée des références politiques, et même si, encore une fois, elle demeure ça et là présente, aujourd'hui, ce qui s'est installé de manière majoritaire dans le paysage intellectuel, c'est davantage une forme d'historicisation, disons, du personnage de Lénine, comme la plupart des grands personnages historiques, lorsqu'il quitte le terrain de la mémoire politique pour s'installer dans celui de l'histoire plus universitaire. Alors, de ce point de vue-là, l'idée de consacrer un ouvrage à Lénine n'avait pas non plus quelque chose d'évident, puisqu'il en existe déjà beaucoup. On trouve énormément de bonnes biographies de Lénine. Alors, selon des affinités politiques que les auteurs entretiennent avec le personnage, cela peut aller de certaines formes un petit peu hagiographiques jusqu'à certaines formes qui peuvent avoir des tonalités de quasi-pamphlets anti-léninistes. Mais globalement, on peut dire que la figure de Lénine, en tant que personnage historique, est aujourd'hui relativement bien documentée. Donc voilà, un effacement politique d'une part, une présence universitaire de la figure de Lénine qui est réelle d'autre part. La question se pose à partir de là, pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir l'impression qu'il valait la peine de publier un nouveau livre sur Lénine 100 ans après son décès et dans ce paysage intellectuel qui est un petit peu spécifique du double point de vue que je viens d'énoncer. Alors la raison, me semble-t-il, elle est que Lénine, certes, a en partie déserté la mémoire politique, mais ce me semble pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons qui ne tiennent absolument pas, selon moi, à la force unique que pouvait avoir le modèle soviétique et le modèle de la Révolution d'octobre. On peut considérer qu'il s'agit d'un schéma historique passé, relativement partiel, etc., etc., mais ça n'empêche qu'il constitue encore aujourd'hui une des révolutions qui ont effectivement eu lieu et qui peuvent servir, même si ce n'est pas sur le modèle d'un schéma global, à penser les dynamiques de révolution, de révolte populaire, et notamment lorsque la question de l'arrivée au pouvoir se pose. Donc de ce point de vue-là, et j'essaierai de le défendre, la figure de Lénine me semble encore revêtir un intérêt proprement politique. D'autre part, même si l'on accepte que Lénine est désormais bien documenté en tant que figure, un problème se pose tout de même à mon sens, qui est que la figure de Lénine devient une figure historique comme une autre, et on ne s'intéresse plus, lorsque l'on fait sa biographie, à ce que ses idées, ses pratiques, ses discussions organisationnelles, etc. peuvent avoir d'intéressant aujourd'hui. Donc il me semble que l'intérêt politique, malgré l'effacement, est encore réel, et que les travaux universitaires, biographiques, historiens ne permettent pas complètement de documenter cet intérêt et ce que Lénine peut encore avoir à nous dire. Donc mon premier point de départ, c'était cela. C'était aller chercher chez Lénine, non pas simplement une trajectoire biographique, avec la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est le produit d'influences diverses, dans quelle mesure est-ce qu'il a pu influer sur son époque, etc. Mais aller voir chez Lénine des idées, tout simplement, comme on va en chercher chez d'autres auteurs, avec cette spécificité qui fait de Lénine, non pas simplement un auteur d'idées abstraites, mais un dirigeant politique avec un certain nombre d'idées pratiques, du coup, c'est-à-dire encore une fois, de modes d'organisation, de modes de ce que c'est que faire de la politique, qui, me semble-t-il, peuvent nous intéresser encore aujourd'hui. Alors, une fois dit cela, là encore, on peut quand même se poser la question de la pertinence d'un nouvel ouvrage. Parce qu'en réalité, depuis quelques années, on a vu se réécrire ce genre d'ouvrage. Il y en a qui sont parus encore l'année dernière,
et vous trouvez de plus en plus de livres qui demeurent certes marginaux, mais qui documentent ce Lénine politique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait une part d'insatisfaction, de mon point de vue, dans les ouvrages récents consacrés à ce Lénine politique? La première insatisfaction, et elle me semble quand même cruciale, c'est le fait que dans la plupart de ces livres-là, Lénine est considéré comme une figure isolée. Lénine est considéré comme une figure isolée, cela signifie que l'on s'intéresse avant tout à Lénine, premièrement du point de vue de ses écrits, et le contexte demeure un petit peu marginal, ou en tout cas on ne considère du contexte que ce que Lénine en dit dans ses propres écrits, et d'autre part et surtout on considère Lénine comme une sorte de figure géniale qui aurait eu raison la plupart du temps, et inversement, ses adversaires politiques, puisque Lénine est quelqu'un qui évolue dans un champ politique où il a des adversaires, alors qui sont plus ou moins ses camarades, mais avec lesquels il polémique, on considère que les adversaires en question sont systématiquement des idiots politiques, ont systématiquement tort pour telle ou telle raison. Et ça me paraissait problématique, puisque en réalité, ce que l'on fait ainsi, lorsqu'on tend le micro en un sens que à Lénine, c'est qu'on avalise un siècle, alors un peu moins d'un siècle d'historiographie soviétique, qui justement a installé cette légende du Lénine politique, et le seul véritable dirigeant politique, face à des adversaires, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les différentes oppositions au sein du parti bolchevique, etc., face à des adversaires qui sont considérés comme, encore une fois, des idiots politiques. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est aussi donner la parole, certes à Lénine, mais donner la parole à Lénine en conjoncture, c'est-à-dire dans le débat qu'il pouvait avoir avec d'autres acteurs politiques de l'époque, et aller voir un petit peu dans les textes auxquels j'ai pu avoir accès, que j'ai la plupart du temps retraduit du russe, ce qu'était véritablement le discours, les pratiques, les théories, les projets, etc. de ces adversaires de Lénine. Donc, première spécificité de ce livre, à mon sens, c'est qu'il essaye comme ça de faire discuter Lénine avec ses contemporains. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que je considère Lénine comme une figure parmi d'autres dans la social-démocratie russe de l'époque. Il me semble qu'il y a bien une spécificité de la figure de Lénine, et il y a un intérêt propre, et c'est pour ça que j'ai choisi de lui consacrer un ouvrage, mais qui est plutôt un intérêt que j'appellerais d'ordre quantitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que Lénine me semble incarner, du point de vue, une forme particulièrement cohérente, particulièrement puissante de ce que je pourrais appeler la rationalité politique, c'est-à-dire que signifie le fait de faire la politique, que signifie le fait de tenir des discours politiques, d'avoir des pratiques politiques et de proposer globalement des projets de transformation globale de la société. Il est vrai que Lénine, de ce point de vue-là, a poussé la cohérence de cette rationalité politique jusqu'à un certain point où les autres ne peuvent pas le suivre et privilégient à la politique en tant que telle des considérations d'ordre moral, des considérations d'ordre esthétique, des considérations d'ordre, dogmatique ou scientifique, c'est-à-dire une vision du monde tel qu'il est et non pas un projet de le transformer. Et cela, on peut le documenter à travers les différents débats que Lénine a eu avec ses adversaires. Donc voilà mon point de départ, c'est l'idée de considérer Lénine parmi d'autres dirigeants, en allant voir tout de même ce qu'il a de spécifique, et sa spécificité selon moi tient à cette cohérence particulièrement forte de sa pensée, du point de vue de ce que l'on peut appeler, de ce que peut signifier l'idée de faire de la politique. Alors, pour cela, on commence à avoir un petit souci parce que, en réalité, de ce point de vue-là, eh bien, on a peu de documents. On a peu de documents parce que l'histoire universitaire s'est assez peu intéressée à ces différents adversaires de Lénine et à ce qu'était la cohérence de leurs idées politiques à eux. Encore une fois, aussi qu'il s'agisse des mencheviks au sein du parti social-démocrate, qu'il s'agisse des différentes autres formes de socialisme russe ou qu'il s'agisse des différentes oppositions au sein du parti bolchevique à partir de l'année 1917. L'histoire s'y est peu intéressée tout simplement parce que, globalement, l'historiographie soviétique, évidemment, avait intérêt à marginaliser ces différents courants socialistes non bolcheviques. Ensuite, avec la perestroïka, les historiens russes ont eu plein d'autres choses à faire, malheureusement, que de documenter les idées socialistes de cette époque-là. Il y a eu un intérêt réel pour les alternatives socialistes, mais qui a duré quelques mois pendant la perestroïka. Et à l'Ouest, disons, mis à part une historiographie un peu spécifique, qui est le trotskisme, qui a documenté
une forme un certain courant oppositionnel au sein du parti bolchevique, mais plutôt après la mort de Lénine. Mis à part cette historiographie-là, on a peu de gens qui se sont intéressés à ces alternatives socialistes, disons, au léninisme bolchevique, pour le dire vite, tel qu'il se façonne entre 1900 et 1920. Donc, les documents sont peu disponibles, et c'est d'autant plus vrai que désormais, avec le conflit russo-ukrainien, les bibliothèques russophones sont de moins en moins accessibles. Et donc, ce qu'on a, et heureusement, on a cette chance-là, c'est que pendant la chance qu'on a, pardon, c'est que pendant la perestroïka, on a édité un certain nombre de textes de ces courants socialistes, des comptes rendus des séances des différentes organisations politiques, des tracts, des manifestes, des brochures, etc., qui permettent tout de même d'avoir une bonne idée de ce qui se disait à l'époque hors du cercle léninien, dans les cercles socialistes, hors du cercle léninien à proprement parler. Donc mon travail consiste, voilà, c'est appuyer là-dessus pour donner une idée de ce que pouvait être la parole de Lénine en contexte, en quoi est-ce qu'elle pouvait être spécifique par rapport à celle de ses adversaires, et j'ai pour cela choisi un certain nombre de conjonctures politiques précises que j'ai essayé de documenter dans le livre en donnant systématiquement la parole à Lénine d'une part, à ses adversaires d'autre part. Alors, le but du jeu pour moi n'était pas exclusivement historien. C'est-à-dire que j'ai essayé de documenter autant que possible les débats en question, mais avec en tête l'idée qu'ils servent globalement à informer ce que peuvent être nos pratiques politiques aujourd'hui. Alors, non pas parce qu'il s'agirait de les copier mot pour mot, mais parce que, encore une fois, il me semble qu'il y a chez Lénine une manière de raisonner, mais qui est aussi présente à un moindre titre la plupart du temps, mais présente tout de même chez ses adversaires, une manière de raisonner qui est spécifiquement politique. Alors je prendrai 3 exemples de cette rationalité politique. La première, c'est l'idée que faire de la politique consiste à élaborer un scénario du probable, un scénario des événements probables et désirables, et à se donner les moyens de faire advenir ce scénario. La deuxième, c'est l'idée que la politique se donne à voir selon 3 modalités qui sont la conversion, la gestion et le combat. Je reviendrai là-dessus. Et la troisième idée, autour du fait que, disons, la politique ne peut pas exclusivement se contenter de ce qu'on appelle aujourd'hui l'utopie, c'est-à-dire le fait de dessiner un projet indépendamment des moyens possibles d'y arriver et indépendamment des pesanteurs du réel qu'il s'agit d'identifier pour ne pas se retrouver piégé par elle. Première idée, donc, cette idée du scénario. Alors, c'est une idée que je documente à partir d'un conflit entre Lénine et ses adversaires qu'on appelle habituellement les économistes, sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut envisager, disons, la politique du point de vue de ses acteurs et du point de vue de ce qu'on pourrait appeler le processus de politisation, c'est-à-dire la manière dont les gens se mettent à exister politiquement, c'est-à-dire à se mobiliser collectivement pour faire advenir un projet de société globale. Alors, au début de la social-démocratie russe, donc au tournant en gros du XXe siècle, on a un débat en Russie entre des gens qui pensent que c'est dans la lutte syndicale, c'est-à-dire dans la lutte pour ses intérêts immédiats, que la conscience politique se forme. C'est ce qu'on appelle les économistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des formes de syndicalisme corporatiste presque, où la lutte politique doit être avant tout tournée vers la défense des intérêts immédiats, et c'est que sur cette base de la lutte, qu'on peut petit à petit élargir ces intérêts en question et passer graduellement à un projet politique plus global. Alors Lénine est contre cette thèse-là. Lénine est contre cette thèse-là, et ça lui a été beaucoup reproché, puisqu'on lui a reproché de vouloir, comme il l'écrit, mais on a fait des contresens sur cette lecture, de vouloir insuffler de l'extérieur la conscience de classe au prolétariat, c'est-à-dire qu'il faudrait, soi-disant, des intellectuels pour dire au prolétariat « non, tu ne te bats pas pour tes intérêts immédiats, mais pour tel ou tel projet de société », en l'occurrence le socialisme. Donc on a reproché ça à Lénine, mais en fait tout ce que voulait dire Lénine là-dedans, c'est le fait que dans la lutte syndicale, si on se borne à mener la lutte syndicale, il n'y a aucune raison a priori que naisse une conscience politique au sens d'une conscience de la nécessité de transformer globalement la société et de se donner les moyens d'y arriver. Mais Lénine ne dit absolument pas que cette conscience-là devrait provenir d'intellectuels de chambres qui penseraient à la place des ouvriers. Ce que dit simplement Lénine, c'est que il faut donner les moyens au monde ouvrier
de non seulement mener des combats syndicaux, mais également de discuter de politique plus générale pour que cette conscience de classe naisse et pour que petit à petit émerge l'idée de ce qu'on peut appeler un scénario de transformation politique, c'est-à-dire l'idée que la classe ouvrière, en l'occurrence, mais ça peut fonctionner pour d'autres sujets politiques, la classe ouvrière écrive un scénario dans lequel elle se donne un rôle, dans lequel elle joue un rôle de personnage important, qui est celui de transformer le monde. Et Lénine, sur cette base-là, considère que, certes, la lutte syndicale, la conscience des intérêts immédiats et toutes les formes de solidarité pratique du monde ouvrier sont importantes pour la constitution d'un sujet collectif, d'un sujet politique, mais Lénine dit aussi, la constitution d'un sujet politique, c'est aussi du domaine de l'idéologie. C'est-à-dire c'est aussi du domaine de la pensée, c'est aussi du domaine de l'écriture de ce scénario politique dans lequel j'existe avec d'autres en me donnant un rôle, celui du prolétariat, la classe révolutionnaire qui a vocation à transformer la société et qui du coup non seulement incarne ses intérêts immédiats, c'est évident, mais incarne plus généralement un projet de transformation universelle du monde. Et on trouve chez Lénine cette idée que pour faire de la politique, il faut qu'il y ait cette volonté de changer le monde de manière générale et cette conscience d'incarner le vecteur du changement. Et il me semble que c'est une idée importante, ça, encore à l'heure actuelle, où pour le coup, les différentes formes de corporatisme semblent presque installées dans le débat public, et où on a l'impression qu'il suffirait finalement que les gens se battent pour défendre leurs intérêts, pour refaire un projet politique global. En réalité, ce que nous dit Lénine, c'est que ça n'est pas évident, et qu'il faut être capable de dessiner, ou d'esquisser en tout cas, ce scénario politique de transformation du monde, puisqu'il n'y a pas de raison que sur la base d'une pure lutte corporatiste se dessine finalement un projet politique de transformation globale. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il faut refuser les luttes corporatistes, ce qui veut dire simplement qu'elles ne peuvent pas constituer l'alpha et l'oméga de la politique. Donc première idée. Deuxième idée, les différentes modalités du discours politique. Donc j'ai dit convertir, gérer, combattre. Alors ça c'est une idée qu'on trouve chez Lénine, mais là encore chez la plupart de ses adversaires, qui consiste à se demander qu'est-ce qu'on fait quand on tient du discours politique? À quoi ça sert de parler de politique, de réfléchir, de diffuser des idées, etc. etc. Eh bien, il me semble que de ce point de vue-là, quand on fait ça, on fait trois choses dont aucune ne peut prétendre au monopole de ce que faire de la politique signifie. Premièrement, convertir. Alors, il est évident que lorsqu'on professe des idées politiques, on cherche à convaincre les gens d'adhérer à un projet de société. Et de ce point de vue-là, le public auquel on s'adresse, c'est d'abord et avant tout peut-être un interlocuteur. On essaye de le convaincre d'adhérer à nos projets de société. Et c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au prêche religieux, c'est-à-dire l'idée que faire de la politique, tenir un discours politique, ça consiste à changer les gens, à transformer les individus pour les faire participer, disons, à ce projet collectif de transformation globale. Mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire parce que sinon, effectivement, on est dans le prêche religieux, tout simplement, la conversion des âmes, et on essaye de construire une société fraternelle par le pur discours, ce qui n'est pas, à proprement parler, faire de la politique, en tout cas au sens où on l'entend. Donc deuxième chose qu'on doit faire quand on fait de la politique, me semble-t-il, en tout cas si on en croit les pratiques de Lénine et d'un certain nombre de ses adversaires, c'est gérer. Faire de la politique, ça consiste aussi à composer avec une population dont on sait très bien qu'elle ne sera pas nécessairement intrinsèquement militante. C'est-à-dire on ne va pas convertir tout le monde au projet, ou en tout cas on ne va pas convertir tout le monde à l'adhésion pleine et entière au projet, on ne va pas faire de tout le monde des militants prêts à se sacrifier pour la cause, et il faut être capable de proposer des modèles de société cohérents où finalement les individus avec leurs intérêts propres, avec leurs intérêts individuels ou collectifs, familiaux, de tel groupe, etc., trouvent leur compte dans la société qu'on propose. Et ça, il me semble que c'est une dimension importante. Quand on fait de la politique, ça consiste aussi à proposer un projet de société où les gens, même s'ils n'adhèrent pas, encore une fois, pleinement à la cause, au sens où ils se seraient prêts à se sacrifier pour ça, trouvent leur compte. Et troisièmement, enfin, combattre, c'est une des modalités, alors peut-être un peu plus malheureuses de la politique, mais qui semble intrinsèquement nécessaire. Il faut être capable également d'identifier les sujets collectifs, les obstacles, en gros, au déploiement du projet politique en question. Et il faut être capable de tenir des discours et d'avoir des pratiques de combat
contre les ennemis de classe, globalement, alors quels qu'ils soient là encore, ce qui ne veut pas du tout dire, comme on l'a fait dire à Lénine, qu'il faut nécessairement les exterminer physiquement, mais par contre il est certain qu'il y a une forme de neutralisation politique des ennemis en question qui est nécessaire. Faire de la politique, ça consiste aussi à lutter contre des gens, à imposer des intérêts contre d'autres, etc. Et il faut être capable de considérer qu'une partie du monde social n'est pas un militant potentiel à convaincre, n'est pas une simple population neutre à gérer, mais constitue des ennemis politiques. Et toute la question est de savoir, à partir de là, quelle est la proportion qu'on fait entre ces trois différentes modalités du discours politique. Convertir, encore une fois, gérer et combattre. Alors l'histoire soviétique est scandée par des accents plus ou moins mis sur chacune de ces trois tâches, et il est très probable que malheureusement elles finissent avec une espèce d'hypertrophie de la figure du combat qui a mené à des formes de répression, etc., qui sont tout à fait critiquables. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, avant cela, du vivant de Lénine, c'est qu'on retrouve un certain nombre de débats, par exemple autour de la NEP, de la nouvelle économie politique, sur arrêtons un petit peu le combat, privilégions la gestion, arrêtons un petit peu le combat, privilégions la conversion, ou l'un inversement, etc. En tout cas, il y a des conjonctures concrètes qui permettent de documenter le lien entre ces trois choses. Et pour l'anecdote, actuellement, j'ai retrouvé cette partition-là de manière extrêmement concrète dans un livre récent sur la paysannerie, d'une association qui est très consciente que la politique pour elle en tout cas, consiste à faire trois choses: convertir les gens à des modes de consommation paysans plus sains. Deuxièmement, proposer des formes alternatives aux grandes multinationales de l'agroalimentaire contemporaine, et troisièmement, mener des luttes sociales sur telle et telle question. Donc il me semble encore une fois que ce que Lénine a fait là, c'est tout simplement mettre en jeu une tripartition qui est constitutive de ce que signifie faire de la politique. Et dans l'ouvrage, j'essaye de documenter les différents moments où la question s'est posée et comment elle a pu être résolue, comment est-ce qu'on essaye de composer avec ces trois modalités en leur faisant une part la plus efficace possible dans telle ou telle situation. Troisième idée, enfin, c'est la question du réalisme en politique. Et là, il me semble que la lecture de Lénine est un bon antidote à ce qui me paraît être une forme de problème actuel dans la plupart des discours de changement du monde, qui est une forme de valorisation de l'utopie, de l'imaginaire, de l'utopisme, etc., au détriment de quelque chose de beaucoup plus prosaïque, qui est tout simplement le projet politique. Puisqu'on a tendance à considérer aujourd'hui qu'à partir du moment où quelqu'un évoque une nécessité pour contredire un projet politique, il est dans le camp de l'idéologie, il est dans le camp de ce qu'on pourrait appeler un thatcherisme généralisé, avec l'idée que there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, et tout énoncé d'une nécessité qui consisterait à brider un projet politique serait à rejeter, parce que intrinsèquement de droite, intrinsèquement problématique, etc. Alors c'est sans doute en partie vrai, et il est évident qu'il y a plein d'experts de la pseudo-nécessité qui viennent finalement contredire n'importe quel projet politique de transformation un peu radicale au nom de prétendues nécessités qui en réalité n'en sont pas. Mais ce qu'on voit également aussi à l'œuvre aujourd'hui, c'est le retour en force d'un certain nombre de nécessités avec lesquelles il va être absolument inévitable de composer, au premier rang desquelles les nécessités écologiques, qui sont d'ordre purement physique et qui du coup imposent de se poser la question des contraintes réelles en matière politique. Et là encore, il me semble que, alors même si c'est évidemment pas sur la question écologique, on trouve chez Lénine et dans certains débats qu'il a pu mener avec des adversaires, un traitement de cette question-là, un traitement de la question de la nécessité et de comment est-ce qu'il s'agit en politique de faire la part des choses entre d'une part les nécessités absolues, en un certain sens, je pense que la question écologique en est un bon exemple, nécessité absolue d'un côté, nécessité conditionnelle de l'autre, et dans ces nécessités conditionnelles, eh bien savoir finalement quelles sont qu'est-ce qui fait de ces nécessités des nécessités, comment est-ce qu'on peut passer outre, comment est-ce que le fait de passer outre engendrera un certain nombre de problèmes avec lesquels il faudra à son tour composer, etc., etc. Un des exemples de débat récents autour de ça, c'était la question de la sortie de l'euro. Il est évident que l'euro n'est pas une nécessité absolue. Il est possible politiquement d'en sortir. En revanche, c'est une nécessité conditionnelle au sens où la sortie de l'euro implique des problèmes avec lesquels il faut être capable de faire face, etc., etc. Donc voilà, il y a dans cette
cette question de la politique, une discussion sur ce qu'est une nécessité, ce qui n'en est pas, dans quelle mesure, etc. Et là encore, il me semble qu'on trouve chez Lénine des moyens de documenter cette question-là. Donc voilà, c'était 3 exemples qui sont documentés dans l'ouvrage à travers des situations réelles. Cette question du scénario politique, cette question des 3 modalités du discours politique, convertir, gérer, combattre, et cette question du rapport à la nécessité, qui me semblent des exemples de questions politiques intéressantes dont on peut trouver une discussion sous la plume de Lénine dans des discussions concrètes. Et de manière plus générale, en réalité, ce qui me semble, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on assistera avec Lénine à ce à quoi on a assisté avec Marx. Depuis la crise de 2008, on a vu un petit peu le retour de Marx, alors au moins du point de vue intellectuel, à la fois pour penser le capitalisme et ses crises, et on a aujourd'hui un travail d'actualisation de la pensée de Marx qui est réel, aussi bien du point de vue proprement économique que du point de vue plus théorique autour de la question écologique, la question de la finance, la question des besoins, la question de la valeur d'usage, de la valeur, etc. Donc on a assisté comme ça, non seulement à un retour en force de Marx, mais à une actualisation de sa pensée, du point de vue négatif comme critique du capitalisme, du point de vue positif, entre guillemets, avec de plus en plus de discours autour de la planification, même si le référentiel n'est pas toujours marxiste, mais il y a tout de même cette présence en creux de l'œuvre de Marx lorsqu'il est question de planification. Et on peut penser qu'il en ira de même avec Lénine, alors encore une fois, pas forcément pour célébrer, comme ce fut le cas pendant des décennies, le grand vainqueur d'octobre, le révolutionnaire de fer, etc., etc., mais tout simplement pour poser des questions qui se posent à notre actualité en essayant de les considérer d'un point de vue politique. Et d'un point de vue politique qui ne se réduisent pas à la question parlementaire des élections et de la fourniture d'un programme clé en main qu'on n'aurait plus qu'à proposer à des électeurs considérés comme des purs et simples consommateurs. Il me semble, moi, que derrière la figure de Lénine, il y a, encore une fois, la question de savoir ce que faire de la politique signifie. Et faire de la politique ne se résout pas à une forme de marché électoral, puisqu'on peut imaginer des formes d'organisation, des formes de lutte sociale, des formes de discussion politique, etc., qui sortent de la pure et simple arène parlementaire. Et on peut espérer qu'au vu des défis que l'on va avoir à relever dans les années et dans les décennies qui viennent, on retrouve cette forme de politique, encore une fois, irréductible à sa dimension électorale. On voit se reconstituer des collectifs militants, on voit se reconstituer des discussions politiques, et mon seul propos dans ce livre, c'est de considérer que, en réalité, ces formes politiques de discussion, d'organisation, etc., ont une histoire qui passe notamment, même si pas seulement, par la figure de Lénine, et que le fait de s'intéresser à cette figure-là en situation permet, alors non pas encore une fois de résoudre évidemment tous les problèmes que l'on va se poser, mais de donner du grain à moudre à la réflexion pour savoir finalement ce que signifie, toujours la même chose, l'idée de s'organiser collectivement pour transformer radicalement le monde. Et donc voilà, ce livre-là consiste simplement à tirer quelques fils autour de cette question, en essayant à partir de là de proposer une petite introduction à celles et ceux qui s'intéresseraient à la figure de Lénine autour de ces questions-là, pour à la fois présenter le personnage et donner un exemple de ce qu'il peut encore avoir à nous dire.